Bienvenue dans le 20h. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de votre journal. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a entamé aujourd'hui sa visite d'amitié et de travail en terre ivoirienne. Au cœur de cette visite de 3 jours, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. La ville d'Odiéné accueille depuis ce matin le Forum régional Afrique des villes intermédiaires. Experts en développement, élus locaux et la société civile réfléchissent sur le développement harmonieux des villes africaines. Nous nous pencherons également sur la journée internationale des sages-femmes célébrée aujourd'hui 5 mai. Nous sillonnerons quelques maternités dans les hôpitaux publics et privés pour voir comment travaillent les sages-femmes. Enfin, la présidentielle en France, c'est le dernier jour de campagne aujourd'hui pour les candidats au deuxième tour. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, quelques jours encore pour convaincre avant de se taire sur le coup de minuit ce vendredi. L'axe Accra-Yamoussoukro se renforce. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a entamé aujourd'hui sa visite d'amitié et de travail en terre ivoirienne. Il a été accueilli à son arrivée par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Au cœur de cette visite de 3 jours, le renforcement des liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Viviane Aïmé pour le reportage. Moins d'1 an après la visite d'État du président John Dramani Mahama, la Côte d'Ivoire accueille ce vendredi 5 mai son successeur, le nouveau président du Ghana, Nana Akufo-Addo, pour une visite d'amitié et de travail de 3 jours. Le nouveau chef de l'État ghanéen a été élu le 7 décembre 2016 à l'issue d'une élection présidentielle dont la régularité est incontestée. L'avion officiel le transportant a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët à 13h. Il a reçu l'accueil au bas de l'échelle de coupé du président de la République, Alassane Ouattara. Le 7 janvier dernier, lors de son investiture à Accra au Ghana, le chef de l'État ivoirien était présent aux côtés de plusieurs autres chefs d'État de la sous-région. Nana Akufo-Addo a reçu à son arrivée sur la terre de Burni les honneurs militaires dus à son rang. Le nouveau chef de l'État ghanéen n'est pas ignorant de la Côte d'Ivoire ni de ses réalités. On se souvient qu'en 2003, en qualité de ministre des Affaires étrangères du président John Kufuor, il a coprésidé le groupe de travail international sur la Côte d'Ivoire mis en place dans le cadre des accords de Linas Marcoussi. Aujourd'hui au pouvoir à l'âge de 72 ans, il a longtemps milité dans l'opposition. Nana Akufo-Addo est le 5e président de la 4e République du Ghana. Il est élu pour un mandat de 4 ans. Avocat de formation, voilà, toutes nos excuses pour ce petit souci technique. Nous reviendrons justement après sur l'entretien qu'a eu le président ghanéen et son homologue, ivoirien. Mais retenez que le président ghanéen et son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, ont eu un tête-à-tête aujourd'hui. Les 2 chefs d'État ont évoqué les liens de coopération entre leurs 2 pays, notamment les relations économiques et commerciales. Le président Alassane Ouattara et le chef de l'État ghanéen affichent leur détermination à renforcer leurs relations dans plusieurs domaines. Voilà, comme je le disais, nous allons revenir après sur l'entretien du chef de l'État Alassane Ouattara et son homologue ghanéen, le président Alassane Ouattara, qui s'est adressé à la presse après ces échanges. La Côte d'Ivoire entretient également des relations d'amitié avec l'Égypte. Le ministre égyptien de la Défense vient d'être reçu, comme vous le voyez dans les images, en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre égyptien est arrivé à Abidjan pour prendre part à la 6e réunion des ministres de la Défense de la communauté des États sahélo-sahariens, dont les travaux viennent de s'achever. Au menu des échanges entre le président ivoirien et son hôte, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte.
La Côte d'Ivoire, membre de la communauté donc des États sahélo-sahariens, vient justement d'abriter la 6e réunion des ministres de la Défense de la CENSAD. Le but de cette rencontre, trouver des stratégies de lutte contre le terrorisme. Et bien pour une lutte plus efficace, des groupes terroristes qui se font de plus en plus menaçants dans la zone sahélo-saharienne, les ministres de la Défense appellent à une action concertée des États, nous dit Abou Sanogo. Fin des travaux de la 6e réunion des ministres de la communauté des États sahélo-sahariens, CENSAD, sur le thème « Ensemble contre le terrorisme pour la sécurité et le développement » et qui ont vu la participation de 19 ministres de la défense de l'espace CENSAD. Ainsi, au sortir de ces assises, les pays de la CENSAD ont réaffirmé leur volonté de partager les renseignements et de mutualiser les moyens de lutte contre le terrorisme. Condamnons avec fermeté tous les actes terroristes perpétrés par des groupes criminels qui cherchent à déstabiliser les pays de l'espace sahélo-saharien. Réitérons notre ferme attachement à la dynamique de coopération militaire et sécuritaire entre les États dans l'espace sahélo-saharien, notamment face aux groupes terroristes dans le Sahel, dans le bassin du lac Tchad et en Somalie. Ces travaux ont également permis aux participants de dégager un consensus sur plusieurs points, notamment la confirmation de la nécessité de doter nos États membres d'un centre de lutte antiterroriste ayant pour objet l'approfondissement de l'échange d'informations et la concertation dans l'action, l'adoption et la consolidation des textes juridiques sur la paix et la sécurité de la communauté, la volonté de privilégier le partage du renseignement, la mutualisation des moyens de lutte et la mise en cohérence des plans nationaux et régionaux de lutte contre le terrorisme. La 7e réunion des ministres de la Défense de la CENSAD se tiendra au Nigeria dans 2 ans. Et pour la 3e année consécutive, la délégation de l'Union européenne organise la Semaine de l'Europe en Côte d'Ivoire. Occasion donc pour notre pays et l'Europe de passer en revue les projets réalisés, mais également de planifier les initiatives conclues par les 2 parties. Les diplomates européens se sont engagés à donner plus de vigueur à la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et l'UE. Lancine Bakayoko pour le reportage. Avec un portefeuille aussi varié que les infrastructures, l'énergie, la santé, l'agriculture et la bonne gouvernance, l'Union européenne est aujourd'hui le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. L'espace communautaire européen absorbe 36% des exportations ivoiriennes et fournit 26% des produits importés par le pays. Des performances qui renforcent la position stratégique d'Abidjan. Le sommet Union européenne-Afrique se déroulera à Abidjan en novembre, fin novembre 2017, très précisément les 29 et 30 novembre, et sera centré sur la thématique de la jeunesse, de la formation des jeunes, de l'emploi pour les jeunes et de la volonté de l'Union européenne de contribuer pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique en général à la promotion de cette jeunesse et à aider à faire en sorte qu'elle puisse avoir les meilleurs atouts pour son développement ici en Afrique en général. Un sommet euro-africain qui devrait également donner un coup d'accélérateur aux négociations relatives à l'accord de partenariat économique APE. Selon la partie européenne, cet accord ouvre de nouvelles perspectives pour le commerce et le développement africain, notamment par l'accroissement des investissements productifs et la création d'emplois. À l'occasion de la Semaine de l'Europe, prévue du 4 au 19 mai prochain dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan et Bruxelles envisagent de signer 2 conventions. L'une des conventions concerne la société civile. Il s'agira donc d'apporter une contribution à l'accompagnement de la société civile ivoirienne. Et l'autre convention concerne l'énergie. Sur le programme indicatif national adossé au 11e Fonds européen de développement FED, les projets présentés par la Côte d'Ivoire pour financement sont orientés vers l'aménagement des routes, le renforcement des exportations et la construction d'une ligne énergétique vers le Ghana. Bruxelles met sur la table 179 milliards de francs CFA.
Et en octobre 2016, le Trésor public a émis un emprunt obligataire sur la période 2016-2026 avec un objectif de mobilisation de 100 milliards de francs CFA. À la fin de cet appel public à l'épargne, ce sont environ 142 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour le financement du budget de l'État. Aujourd'hui, la Bourse régionale des valeurs mobilières a émis cet emprunt obligataire. Nous explique Francis Boifo. Pourquoi chercher ailleurs quand on a tout à portée de main? Le Trésor public encourage les particuliers, les opérateurs économiques et les sociétés à épargner sur le marché financier régional à travers les emprunts obligataires de la Côte d'Ivoire. Le dernier emprunt que la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a admis à sa cote porte sur un montant d'environ 142 milliards de francs CFA avec un taux d'intérêt de 5,90% l'an sur la période 2016-2026 et 10 000 francs par titre. Désormais, les investisseurs ont la possibilité, selon le directeur général adjoint du Trésor, d'exercer leur droit d'achat ou de vente de titres sur le marché secondaire. Et Alassina Fofana d'ajouter que la Côte d'Ivoire poursuivra ses efforts d'amélioration du cadre macroéconomique afin de garantir la qualité de sa signature et de mériter la confiance sans cesse renouvelée de ses investisseurs. La mobilisation des capitaux sur le marché financier régional reste une source de financement du budget de l'État depuis 1999. Pour la seule année 2016, ce sont 427,3 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés au titre d'emprunts obligataires, soit 32% des ressources mobilisées. Le nouveau directeur général des douanes ivoiriennes se nomme Pierre-Alphonse Da. L'annonce de sa nomination a été faite mercredi dernier en Conseil des ministres. Il succède ainsi au général Issa Coulibaly. Mais qui est Pierre-Alphonse Da? Quels sont ses défis à la tête des douanes ivoiriennes? Réponse avec Adama Koni. Après 6 ans dans les fonctions de DGA, Pierre-Alphonse Da ouvre désormais la porte du directeur général des douanes ivoiriennes. Il vient d'être nommé en Conseil des ministres du 3 mai dernier. Pour avoir travaillé sur les dossiers auprès de son prédécesseur, le nouveau DG peaufine déjà sa stratégie pour la mobilisation des 1645 milliards de francs CFA assignés aux douanes ivoiriennes. Les réunions avec les collaborateurs se multiplient. À cet effet, Pierre-Alphonse Da a intégré les douanes il y a 27 ans, après son diplôme à l'école des douanes de Neuilly-sur-Seine en France et un 3e cycle de concepteur de systèmes informatiques de gestion. Depuis, il a gravi les échelons. Du poste de vérificateur en 1990, il est affecté à la direction des enquêtes en 1992 et devient receveur principal en 1994. Poste qu'il occupe jusqu'en 2000 où il entame une carrière internationale à Genève en Suisse comme chef du service économique chargé des questions de l'Organisation mondiale du commerce OMC, puis négociateur des accords de partenariat économique entre les pays ACP et l'Union européenne. De retour en Côte d'Ivoire, il est promu en 2011 directeur général adjoint des douanes. Pierre-Alphonse Da est né à Beauville le 1er août 1957. Je vous conduis maintenant à l'intérieur du pays, précisément à Odiéné. La ville abrite depuis ce matin le Forum régional Afrique des villes intermédiaires. Experts en développement, élus locaux et la société civile africaine réfléchissent sur le développement harmonieux des villes africaines. Quelle est donc la politique de décentralisation pour un développement urbain? Réponse avec notre reporter sur place, Herman Givi. Plusieurs intelligences rassemblées en un lieu, Odiéné, pour penser, mieux réfléchir sur des solutions adéquates devant permettre de répondre aux problèmes que connaissent les villes intermédiaires. Pour rappel, une ville intermédiaire est une ville qui concentre une population dont la taille varie entre 50 000 et 500 000 habitants. Les agendas mondiaux élaborés par cités et gouvernements locaux unis portent en leur sein les réponses aux problématiques essentielles qui sont liées à la question du développement et à ses corollaires qui sont l'urbanisation, la sécurité, la cohésion sociale, la démocratie locale, le réchauffement climatique et le développement humain.
en considérant que les villes intermédiaires du monde présentent des similitudes en matière de vécu et de problèmes sociaux. Ce forum régional Afrique des villes intermédiaires est l'expression éclatée de la volonté des peuples de préparer, mieux d'anticiper les problèmes à venir. Nous, les représentants des citoyens, les différentes autorités nationales, régionales et locales, nous travaillons pour que le citoyen puisse voir l'impact direct de ces agendas sur le bon vivre de tous les citoyens dans le monde et notamment pour nous ici en Afrique. Saisir les problèmes auxquels font face les villes intermédiaires à leurs racines, voici tout le sens de ce forum. Un forum, mais surtout des conclusions très attendues. Nos attentes sont nombreuses et légitimes. Nous avons foi en la décentralisation et nous apprécions à juste titre et pour sa juste valeur le rôle moteur des activités urbaines dans le développement général d'un pays. Une série de tables rondes portant sur des thématiques en rapport avec les réalités que connaissent les villes intermédiaires animeront ce forum, un forum régional dont la première édition se tient en terre ivoirienne. Et loin d'Odienné, ici à Abidjan, les projets de loi portant régime juridique de la presse et celui de la communication audiovisuelle ont été adoptés aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Après 1990 et 2004, le pays veut se doter d'un nouveau texte qui s'adapte à l'évolution de la presse. Et c'est le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Kone-Nabanye, qui a défendu ces deux textes devant les députés. Michel Digré y était pour RTI1. Les projets de loi portant régime juridique de la presse et celui sur l'audiovisuel adoptés. Pour en arriver là, il aura fallu 6 heures de débat, parfois houleux. Je négocie encore, là pour une fois, monsieur le président, que les journalistes du Côte d'Ivoire voudraient que la Troisième République, dans laquelle nous sommes entrés, nous puissions faire en sorte qu'il y ait la dépénalisation des délits de presse. Il s'agit d'attirer leur attention, de leur dire, écoutez, voilà ce qui est dans le code pénal qui vous concerne. Faites-y attention. Le sujet qui fâche est l'article 90. L'émissaire du gouvernement donne les enjeux des nouveaux tests. Honorable Méambli, vous avez vous-même lu quelques lignes. Est-ce que vous pensez encore une fois que quelqu'un qui est de bonne foi, qui est de bonne composition, qui veut faire son travail de journaliste simplement, quel intérêt il aurait à faire tout ce qui est ici? Inciter au vol, au pillage, au meurtre, à l'incendie, à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, faire l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide. Des arguments qui ont fini par convaincre les députés qui adoptent à l'unanimité les deux projets de loi. La loi sur la presse contient des aspects qui sont positifs et qui font que le journaliste demain, par exemple, ne peut plus être gardé à vue. Notre préoccupation, et la mienne aussi, a été prise en compte dans la majorité de ce que nous avons eu à défendre. Bon, il était évident que, je pense, cette loi soit adoptée à la majorité de la commission, des membres de la commission. L'article 90, c'était l'article qu'attendaient les journalistes. Mais quand vous faites normalement votre travail, comme vous le faites en ce moment, je ne vois pas pourquoi on peut aller en prison. Le ministère du gouvernement, le ministre, a donné son avis. C'est un avis qui a été partagé par l'ensemble des membres de cette commission. Et je pense qu'il a rassuré pour dire qu'il ne souhaiterait pas que les journalistes incitent à la violence, au meurtre et éventuellement au viol. Les deux tests adoptés en commission seront soumis le 31 mai à l'ensemble des députés du Parlement. Ajoutez que pour la session 2016-2017, le ministère de la Communication dénombre 625 journalistes professionnels et 245 professionnels de la communication, ce qui donne un total de 870 journalistes et professionnels de la communication en Côte d'Ivoire. Nous sommes le 5 mai. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des sages-femmes. Ce soir, nous faisons une incursion dans leur milieu pour voir comment elles travaillent,
Nous irons donc dans les hôpitaux publics et privés pour voir donc ces sages-femmes, comment ces partenaires de la vie accompagnent-elles les femmes enceintes, les nouveau-nés, les mères. Nos reporters ont réussi à s'introduire dans des maternités. On fait le témoignage avec Godefroy Okambawa et Assotouri. Le métier de sage-femme est d'accompagner et de suivre sur le plan sanitaire les femmes enceintes, avant, pendant et après l'accouchement. Cette profession implique de lourdes responsabilités, des conditions de travail souvent difficiles et une formation rigoureuse. Une vocation pour celles d'entre elles qui travaillent dans les établissements sanitaires publics. C'est le gouvernement qui a assuré ma formation de sage-femme. Et de là, on est obligé de travailler au public. Et à partir de là, le souci du social m'a vraiment animée. Puis quand je suis venue, j'ai continué dans le public pour croiser les femmes, aider plus les femmes de moyenne classe. Parce que dans le privé, on voit plutôt le côté agent seulement. Depuis le premier mois, j'ai commencé la consultation ici, jusqu'à 9 mois. Et elles m'ont demandé si je peux accoucher, où je suis, dans le quartier où je suis. J'ai dit non, que je vais accoucher ici parce qu'elles sont tellement gentilles, accueillantes. Donc j'ai accepté d'accoucher ici. Mais aujourd'hui, au-delà de ce sacerdoce, elles sont de plus en plus nombreuses, ces femmes qui choisissent de donner naissance dans des établissements sanitaires privés. J'ai privilégié la clinique parce qu'ils ont du matériel médical adapté. Ils ont en tout cas tout un confort pour la prise en charge de la mère et de l'enfant. Du public au privé, les réalités diffèrent. Dans le secteur public de la santé et dans le secteur privé, ces sages-femmes n'ont pas les mêmes objectifs. Au niveau du public, la disponibilité du matériel n'est pas au beau fixe, alors que dans le privé, elles ont très souvent la disponibilité du matériel. Fort est de constater aussi que si dans le public, une sage-femme a 4 accouchements par jour, dans le privé, elles ont un accouchement tous les 2 jours. On leur demande beaucoup au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Elles réussissent à remplir leurs devoirs. Elles sont à encourager. Qu'elle soit du privé ou du public, la profession de sage-femme relève d'un code déontologique et d'une responsabilité morale, celle d'aider toute femme enceinte à donner vie. En Côte d'Ivoire, elles sont plus de 5000 à exercer le métier dans les hôpitaux publics et les cliniques médicales. Voilà, elles accompagnent et aident à la naissance des nouveau-nés, vous l'avez vu. Le quotidien des sages-femmes, sachez-le, rime avec consultation, assistance et naissance, mais aussi, sans oublier, avec le stress, anxiété, joie et bonheur. On voit tout cela avec Sita Soro. Être sage-femme, dit-on, c'est le plus beau métier au monde. Bienvenue donc dans le monde extraordinaire des sages-femmes. Accouchement difficile, naissance prématurée, mère au bord de la crise de nerfs, mais aussi joie et bonheur. Ainsi se constitue le quotidien de Mélanie Koné, sage-femme à l'hôpital général de Makori, passionnée par son métier, celui d'aider à donner la vie. Après près de 18 ans de service, Mélanie compte des centaines de naissances à son actif. Des moments privilégiés à chaque fois qu'il y a naissance. C'est Dieu qui donne la vie et il passe toujours par les mains de la sage-femme pour que ce bébé puisse venir au monde. Et vous voyez que quand un bébé vient de naître et la sage-femme voit le bébé avec, comme on appelle, elle entend les premiers cris du bébé, la joie qu'on ressent, on ne peut pas l'expliquer. C'est-à-dire la sage-femme, elle est encore plus heureuse même que la mère. Chaque jour, de nouvelles naissances, mais avant tout, les futures mamans bénéficient d'un traitement particulier. Une fois qu'on installe la dame, on la met en confiance. Parce qu'il faut qu'elle ait confiance en la sage-femme qui la reçoit. Et on l'examine pour voir si elle n'est pas avancée. Ça, c'est le premier geste que nous faisons. Après l'examen, si on voit que la patiente n'est pas avancée, là, on essaie maintenant de prendre et la température, comme on appelle la tension artérielle, pour pouvoir déceler rapidement une pathologie à ce niveau-là. Elle peut être une prémie. Or, si c'est une prémie, ce n'est pas évident qu'elle arrive à supporter les contractions. C'est-à-dire une prémie, une dame qui n'a jamais accouché. C'est-à-dire elle est nullipare. Pour une nullipare, il faut lui expliquer comment les choses se passent. Depuis quelques heures, cette future maman a des contractions. Pourtant, il lui faut encore patienter avant l'accouchement. Une période qu'elle passera avec Mélanie et les autres sages-femmes à son chevet. Elle tient en main un sonicaïde obstétrical. Et avec cet appareil, on écoute les bruits du cœur du bébé. Par exemple, avec cet appareil, si l'enfant est en souffrance, tout de suite, on peut le savoir à travers les chiffres. Ça va de 139 à 145 par là, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que l'enfant se comporte bien. Voilà, pour le moment, il supporte les contractions utérines.
Après quelques heures de travail, le petit ange Emmanuel vient au monde, bien portant, avec 3 kg 800. Si la naissance d'Ange Emmanuel est un moment privilégié pour sa maman et la sage-femme, il n'en demeure pas moins des moments où tristesse et découragement se côtoient. Il peut arriver que la dame, elle arrive et puis au départ, tout se passe bien. Et puis après, il y a un problème qui s'installe tout d'un coup. Il faut pouvoir prendre les mesures qu'il faut rapidement. Mais il y a des situations aussi où ça peut nous surprendre. La dame peut arriver ici, quand vous l'examinez, vous essayez de voir si le bébé va bien, si c'est un enfant qui est vivant. On se rend compte que depuis quelques jours, il n'y a pas de réaction au niveau du bébé. Vous sortez le bébé, il n'est pas vivant. Vous comprenez que là, on est plus peiné encore que la maman parce qu'on partage en même temps sa peine. L'hôpital général de Makori compte au total une trentaine de sages-femmes qui reçoivent plus d'une centaine de femmes en consultation prénatale par jour et une dizaine d'accouchements. De la consultation prénatale à la consultation postnatale, chacune de ces sages-femmes occupe une place de choix dans la chaîne de la venue au monde d'un nouveau-né. C'est vous qui en parlez. Voilà, et ajouter qu'en Côte d'Ivoire, nous avons 6 INFAX où sont formées les sages-femmes. Nous avons donc l'établissement d'Abidjan, de Boaké, de Korogo, de Daloa, d'Aboasso et d'Abangourou, ce qui donne au total environ 5500 sages-femmes qui accompagnent donc ces femmes enceintes. Qui sera le nouveau président des Français? La réponse sera connue dimanche prochain. À J-2 donc de ce scrutin, les 2 candidats multiplient les visites, les discours et les interventions publiques avant de se taire sur le coup de minuit aujourd'hui vendredi. La campagne donc s'achève, vous l'avez compris, dans quelques heures. Pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ce dernier jour de campagne a été mouvementé. On voit cela avec notre reporter Alexis Ouedraogo. Fin de campagne pour la présidentielle française. Ce vendredi, les 2 candidats en lice ont joué leur dernière partition. De Marine Le Pen, cette seule photo qui a fait le tour de la presse. En visite surprise à Reims dans l'est de la France, elle a été accueillie par des injures et des jets d'objets. Son adversaire, Emmanuel Macron, lui, a regagné Paris à la mi-journée. La veille, en meeting à Albi, il avait appelé à voter pour une France réconciliée et prospère. Ce matin, il a visité sereinement la cathédrale de Rodez. Les populations, elles, à quelques heures du vote, se prononcent sur cette dernière journée de campagne. Sur la fin de campagne, Madame Le Pen était vraiment vulgaire. Elle ne répondait pas vraiment aux critères même des Français. Je trouve qu'on y perd nos convictions. Voilà. Parce que Macron, un mélange de droite et gauche, c'est pas quelque chose, voilà, on peut pas s'y retrouver. Je suis pas d'accord avec les idées de Marine Le Pen, ni avec celles de Macron. Donc, voilà. Ce soir à minuit, fin des Jeux, les candidats n'auront plus droit à la parole jusqu'à la divulgation des résultats du vote, dimanche à 20h. L'affaire avait suscité une vague d'émotion et d'indignation à travers le monde. En décembre 2012, en Inde, une jeune étudiante qui voyageait dans un bus de New Delhi a été violée par 6 hommes sous le regard impuissant de son petit ami. Elle a succombé à ses blessures après cet acte odieux. La justice a rendu son verdict. La Cour suprême a confirmé la peine de mort aujourd'hui pour 4 des accusés. Mais la loi les autorise à demander encore une révision de cette sentence, puis une grâce présidentielle. Mais 2 recours qui ont peu de chances d'aboutir, étant donné la gravité de ces crimes. On revient en Côte d'Ivoire pour parler de l'axe Accra-Yamoussoukro qui se renforce. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a entamé aujourd'hui sa visite d'amitié de travail en terre ivoirienne. Il a été accueilli à son arrivée par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Au cœur de cette visite de 3 jours, le renforcement des liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le témoignage de Viviane Aimé. Moins d'1 an après la visite d'État du président John Dramani Mahama, la Côte d'Ivoire accueille ce vendredi 5 mai son successeur, le nouveau président du Ghana, Nana Akufo-Addo, pour une visite d'amitié et de travail de 3 jours. Le nouveau chef de l'État ghanéen a été élu le 7 décembre 2016 à l'issue d'une élection présidentielle dont la régularité est incontestée. L'avion officiel le transportant a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët à 13h. Il a reçu l'accueil au bas de l'échelle de coupé du président de la République, Alassane Ouattara. Le 7 janvier dernier, lors de son investiture à Accra au Ghana,
le chef de l'État ivoirien était présent aux côtés de plusieurs autres chefs d'État de la sous-région. Nana Akufo-Addo a reçu à son arrivée sur la terre de Burni les honneurs militaires dus à son rang. Le nouveau chef de l'État ghanéen n'est pas ignorant de la Côte d'Ivoire ni de ses réalités. On se souvient qu'en 2003, en qualité de ministre des Affaires étrangères du président John Kufuor, il a coprésidé le groupe de travail international sur la Côte d'Ivoire mis en place dans le cadre des accords de Linas Marcoussi. Aujourd'hui au pouvoir à l'âge de 72 ans, il a longtemps milité dans l'opposition. Nana Akufo-Addo est le 5e président de la 4e République du Ghana. Il est élu pour un mandat de 4 ans. Avocat de formation, il s'exprime aussi en français pour avoir séjourné en France dans un cadre professionnel. Au cours de son séjour, il s'entretiendra avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, sur plusieurs sujets se rapportant aux relations d'amitié et de bon voisinage entre leurs deux pays. Il rencontrera aussi la communauté ghanéenne vivant en Côte d'Ivoire. Mais avant cela, il a pu goûter dès son arrivée l'affection des siens venus lui manifester leur soutien. Présent également pour son accueil, les chefs traditionnels et religieux qui lui ont souhaité l'Akwaba en terre ivoirienne. Et le président ghanéen et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont eu un tête-à-tête aujourd'hui. Les deux chefs d'État ont évoqué les liens de coopération entre leurs deux pays, notamment les relations économiques et commerciales. Le président Alassane Ouattara et le chef de l'État ghanéen affichent donc leur détermination à renforcer leurs relations dans plusieurs domaines. Nous allons maintenant écouter le président de la République Alassane Ouattara après cet entretien avec son homologue ghanéen. Nous venons avec Monsieur le Président et les deux délégations de procéder à un échange sur les relations bilatérales entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et bien évidemment également sur les questions continentales et internationales. Sur les questions bilatérales, je crois qu'il n'est point besoin de dire à quel point les relations entre les deux pays sont fortes et singulières. Nous sommes liés par la géographie, nous sommes liés par la culture, nous sommes liés par des intérêts communs et évidemment nous sommes liés par l'histoire. L'histoire de deux grands hommes qui ont fait l'indépendance du Ghana et de la Côte d'Ivoire, le président Kwame Nkrumah et le président Félix Houphouët-Boigny. Et nous sommes dans la droite ligne de vouloir renforcer les relations entre nos deux pays. Nous avons décidé que nous allons mettre en place un accord de partenariat stratégique qui va au-delà des commissions mixtes habituelles. Et cet accord de partenariat stratégique permettra de couvrir tous les domaines, que ce soit les domaines de coopération politique, de coopération économique, de coopération diplomatique, sécuritaire et ainsi de suite. Je voudrais dire à quel point ceci est une innovation et dont nous sommes fiers. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir, mais retenez que le président ghanéen poursuit sa visite en Côte d'Ivoire. C'est une visite de 72 heures. Merci à vous tous de votre aimable attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même 20h et sur la même chaîne.